Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'Israël, Palestine, un peu de Syrie aussi. On va dire tout ce qui se passe dans ce Proche-Orient si compliqué, comme le disait le général de Gaulle. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous inscrire à l'aide de Géopolitique Profonde. Inscrivez-vous au club Géopolitique Profonde, la 18e édition, je l'ai entre les mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. 7 jours d'essai gratuits. Et vous rejoindrez les Franck Pemgam, Gérard Chevrier, Jean-Michel Vernochet, tous ceux que vous aimez, les Philippe Perlin. Et qu'est-ce que vous faites là, vous, encore ? Je vais foutre la merde. Alors vous partez, vous revenez. Je suis partout chez moi. Mais attendez, attendez, vous auriez cliqué. Attendez, écoutez, parlez un peu là. Vous auriez cliqué sur le lien. Vous auriez eu votre lettre. C'est pas grave, je vais aller chercher, je m'en vais. Pourquoi vous voulez votre lettre là ? Parce que j'écris dedans d'abord. Ah, vous écrivez dedans ? J'écris dedans. Et ensuite, parce que nous sommes partenaires sur ma chaîne. Donc sur la chaîne. Oui. C'est comme ça que vous l'annoncez. Moi, je pensais que vous alliez faire une autre émission. Vous connaissez ça ? Enfin, en même temps, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Non, blague à part, c'est vachement. Non. Alors, blague à part, il faut que je dise un truc quand même. Non, blague à part. Blague à part. Mais c'était pas prévu, hein. Je le dis, c'est pas prévu. Alors, blague à part, j'ai eu le patron de Mike, en fait, c'est pour ça. Ah bon J'ai eu le patron de Mike. Non, c'est bien foutu, ce truc. Les gens qui écrivent dedans écrivent bien. J'ai demandé sur quoi il fallait que j'écrive. On m'a dit sur ce que je voulais. Donc, ça va être simple, comme ça. C'est bien. Et à côté de ça, donc, on a décidé un partenariat entre Géopolitique Profonde et Droit de Parole, parce que c'est bien aussi de réussir à faire ce partenariat, c'est bien de réussir à se nourrir mutuellement. Voilà l'idée. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir vu là. Et savoir. Mais la prochaine fois, vous pouvez nous prévenir que vous venez ? Non. Ça serait mieux. Non. Je préfère quand même. Moi, je préviens personne. Bon bah. Je vais en plateau. Au revoir, Fabien. Bon bah allez, passez une bonne soirée. C'est notre ami Divisio, vous avez vu. Bref. Bon, cher Raja, en tout cas, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre le micro, s'il vous plaît ? Parce qu'en fait, j'ai perdu le micro. Bon, allez. Dites-moi, cher Raja, vous êtes là parce qu'il y a des choses qui se passent là au Proche-Orient. Et vous, en tant que journaliste palestinien originaire de Gaza, vous avez des nouveautés à nous dire. Parce que ce n'est pas les grands médias ici qui vont en parler. Déjà, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on occulte autant ce qui se passe à Gaza ? Bonsoir et merci pour votre invitation. Je suis très heureux et aussi à la reconnaissance des invités qui sont avec vous ici. J'en suis sûr qu'ils vont apporter beaucoup de valeur à cette émission. Oui, effectivement, moi je pense que c'est très utile. Moi-même aussi, je vous ai contacté pour que je participe bien avant la chute de le régime syrien. Et c'est comme par hasard, elle rentre dans le même plan. Le plan de résolution de la cause palestinienne à la façon qui ne rend pas service aux Palestiniens, malheureusement. Alors moi, ce qui me préoccupe en premier lieu, c'est ce qui se passe à Gaza et ce qui va se passer à l'avenir. Vous savez, c'est juste un petit briefing que je dois parler, et c'est indispensable. Les Palestiniens, ils sont divisés en 3 catégories. Aujourd'hui, en 4 catégories. La première catégorie, c'est les réfugiés. C'est pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire le réfugié, c'était à la création de l'État d'Israël que la plupart qu'ils ont donné cette terre aux Israéliens au droit d'avoir leur État sur un territoire palestinien. Nous, on les considère historiques palestiniens. Eux aussi, on ne veut pas rentrer dans ce conflit. Il y a un problème que la plupart qui ont pris cette décision, ils ont pensé qu'il y avait certains Bédouins qui sont ici à l'affaire dans cette terre, donc dans cet État israélien. Et c'était ici le problème, qu'il paraît par la suite que ce n'est pas des Bédouins, c'est des Palestiniens, ils ont une culture, ils ont tout ce qu'il fallait faire. En revanche, ces réfugiés, c'était à la demande, ils ont fui la guerre. Pour tous ceux qui veulent comprendre qu'est-ce que ça veut dire réfugiés et comment ils ont fui leur terre, ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'ils sont la plupart du temps et partout dans le monde, c'est considéré comme c'est des génocides, c'est du crime contre l'humanité, c'est-à-dire la fuite des Palestiniens qui étaient dans certains territoires, ils étaient obligés de fuir la guerre, forcés par des tirs israéliens. C'était la même chose qui s'était passé en 1948. 1947, avant la création de l'État d'Israël, il y avait des Haganah, il y avait des présences israéliennes qui ont remplacé les forces de mandataires anglais qui occupaient les territoires palestiniens comme la plupart de tous les territoires du monde arabe après la chute de l'Empire ottomane, turc je veux dire. Et à ce moment-là, les Palestiniens s'y trouvaient dans certaines zones. La Syrie,
le Liban, la Jordanie, un peu dans l'Irak et l'Égypte. L'Égypte, elle a pris connaissance de cette situation bien avant et qui a limité les Palestiniens, qu'elle a uniquement 60 000 Palestiniens, ce qui ça veut dire qu'il y avait 9 camps de réfugiés dans les territoires de Gaza, qui c'est à peu près 340 km², qui aujourd'hui est autour de 1 900 000 Palestiniens. 900, c'est le plus peuplé par rapport le monde et la concentration du peuple palestinien. C'est des réfugiés et s'y trouvaient dans cette situation précaire depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient dans des tentes et là où il y avait la création de l'UNRWA. L'ONU qui a créé l'UNRWA, cet organisme qu'il y a à l'ONU, pour veiller sur la vie quotidienne des Palestiniens. Et aujourd'hui, je vais parler de cette UNRWA, parce que c'est une décision internationale, c'est une vision à long terme. Et les Palestiniens s'y trouvaient réfugiés dans des États ou des États comme la Syrie, elle les donne un passeport, document de laissez-passer syrien pour les réfugiés palestiniens. Ils passent le service militaire syrien, il est sous le contrôle du régime syrien à 100%. En Jordanie, il y avait 2 façons à le faire, de les traiter, de leur donner un passeport jordanien dans leur mentalité. Le roi de Hussein, le père du roi Abdallah, que c'était une terre palestinienne, jordanienne, la Cisjordanie. Mais jusqu'à 1988, après une pression américaine, qu'il a décidé non. C'était un territoire palestinien pour l'avenir futur pour l'État palestinien. Donc il a donné un laissez-passer. Donc il y a des Palestiniens en Jordanie qui sont des Jordaniens et d'autres qui ont un document de 2 ans jordanien pour les Palestiniens. Et en Égypte, c'est des réfugiés jusqu'aujourd'hui, et etc. En Syrie, c'est à peu près 380 000, et au Liban, ça fait à peu près 480 000. Les 480 000 aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'exercer 66 métiers, et ils sont toujours bloqués dans des territoires qui sont appelés les camps de réfugiés. Et c'est des camps de réfugiés, il y a des médecins, il y a ce qu'il a besoin, le peuple palestinien. Tous sont formés par l'OLP à l'étranger. Médecin, mais il n'est pas considéré médecin dans le territoire, juste dehors de la porte principale de ces camps réfugiés. Ça veut dire la vie de Palestiniens s'était embérée. Et alors, cette guerre qu'ils ont perdu, le Palestinien, les Israéliens, ils ont occupé 75 des territoires palestiniens, ils ont laissé la Cisjordanie et Gaza sous le contrôle sécuritaire israélien, mais plus ou moins, il y avait une liberté de déplacement. Alors, les réfugiés qui étaient déplacés dans les territoires de la Cisjordanie et à Gaza, ils sont de Palestiniens mais réfugiés. Il est du Yafa par exemple, ou de Haifa, ou Tel Aviv, nous on appelle Tel Rabi', la dune de printemps, et il s'est trouvé à Gaza par exemple. C'est le cas d'Ismaïl Haniyeh, où toute la plupart des Palestiniens, y compris Yasser Arafat, y compris Abu Jihad, Abu Iyad, tous les responsables palestiniens. Et 48, jusqu'à 67, le monde arabe dit « Ah, ça suffit, maintenant il y a l'indépendance de plusieurs pays arabes, et hop, c'est la guerre ». Et là, la deuxième catégorie, c'est les déplacés. Et ça, c'est important. Les déplacés, tous Palestiniens, étaient en dehors ces territoires du Gaza et la Cisjordanie, qui, ou bien citoyens de ces territoires, ou réfugiés, c'est-à-dire ils s'est réfugiés déjà depuis 1948 de Yafa ou de Haifa, ce qu'on appelle la Palestine historique. Ils se trouvaient où? Ils se trouvaient peut-être en Algérie, peut-être en Syrie, peut-être n'importe où dans le monde, pour une des raisons, ou pour étudier, commerce, ou n'importe quelle d'autre raison. Israël, elle a occupé Gaza et la Cisjordanie en 1967, et elle a fait un recensement. Et ça, c'est important. Le recensement, elle a considéré toute personne à Gaza, c'est un arabe. Il est là, il a une carte d'identité qui commençait par un numéro 7, c'est verte, ça veut dire il est de Gaza. Une autre carte d'identité pour la Cisjordanie, elle commence par numéro 9. Et une carte d'identité pour Jérusalem-Est, elle commence par numéro 4. Elle est bleue. Et à ce moment-là, c'est la nouvelle génération. Donc on peut trouver en Algérie, en Tunisie, en Égypte, ou ailleurs dans le monde, un réfugié et un déplacé. Oui, c'est ça. C'est le même. Il y a un réfugié et un réfugié. Et aujourd'hui, on a encore pire la situation. Le Norois qui a veillé sur tous ces gens-là, les négociations qui ont les Palestiniens, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de concession pour les Palestiniens. Les Palestiniens, ils ont fait une grande concession. Cette concession, c'est de accepter les territoires à 67. La révolution palestinienne a commencé en 65,
c'est ce qu'on appelle ordonné. Et avant, il y avait le 36 et autres, donc des non ordonnés. Mais en 65, a commencé pour négocier les territoires qui vont être occupés en 67. Et on l'a accepté, c'est-à-dire que la Cisjordanie est à Gaza, ce qui représente 6222 km carrés, et Israël se repose sur 80 mètres. 80%, c'est à peu près 21 000 km carrés. Malgré ça, les Palestiniens ils ont dit oui. Aujourd'hui, le problème qui s'impose, et que j'avais déjà parlé de cela l'autre fois, qu'ils ne vont jamais sortir de Gaza. Parce que pour eux, cette obsession sécuritaire, c'est-à-dire qu'il faut installer une base militaire, et cette base militaire considérait tout le nord de Gaza. Alors les habitants de Gaza, ils sont où? Ils sont au sud. Et en sud, ils ont déjà occupé le passage avec l'Égypte, donc ils sont tous là. Pourquoi il y a beaucoup ce nombre important des morts? Et pourtant, toutes les conventions de Genève et celles de Paris en 1977 et 2005, elles n'étaient pas respectées. Ni le respect des droits de l'homme, ni le respect des blessés, des détenus. Tout ça n'était pas respecté. Même si Hamas, pour eux, a la fille des conneries, elle a fait des massacres aux civils, mais pourquoi vous travaillez comme lui? Vous faites comme la même chose pour lui. Alors, le sort des Palestiniens d'aujourd'hui, que je me pose la question, et ça me préoccupe énormément. Moi, je suis de Gaza. Je me suis trouvé ici. Vous êtes originaire de Gaza, oui. Je suis de Gaza, de Khan Younis, d'une grande famille. Vous avez été correspondant pour Libé. Et j'ai travaillé avec l'autorité palestinienne, j'étais traducteur de je vais juste présenter les gens qui sont avec vous et on va continuer. Notre ami Sylvain Baron, qui est face à vous, enchanté. Ancien gilet jaune, activiste, Vigimédia, il a écrit aussi Révolte. Tu vas bien, cher Sylvain? Je vais bien, je vais avoir plus de questions à poser. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Il a énormément de questions à vous poser. Et François Martin, géopolitologue reconnu, qui a écrit son dernier livre, Le temps des fractures. Comment ça va, cher François? Je vais très bien. Bon, je suis très content que vous soyez présent avec notre ami Raja. C'est la deuxième fois qu'il vient ici. De vous entendre. Je suis très honoré de Moi aussi. vous entendre. Je suis très honoré de ma présence avec vous. Allez-y, cher Raja. Alors, désolé que vous m'avez donné Moi, je suis très content parce que, vous savez pourquoi? Parce que, voilà, il se passe des choses à Gaza et... personne n'en parle. Et personne n'en parle. Et aucun témoin de Gaza ne vient en France. Vous êtes journaliste et je ne comprends pas que les grands médias je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire fou, pourquoi. Non, j'étais invité à LCI, BFM et tout, et après ils ont pris la leçon. Ils disaient jamais on va l'appeler. Mais je vais vous dire pourquoi, ça c'est anormal. Et uniquement ici en France. Hein. Alors, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, comme les Palestiniens de Gaza, quand ils ont déplacé tous les Palestiniens vers le sud, et maintenant tous les Palestiniens sont sous contrôle de deux éléments principaux. La première, c'est l'armée israélienne, et la deuxième, c'est les mafieux qui sont inventés par Israël ou aidés par Israël. Aujourd'hui, toutes les aides humanitaires qui rentrent à Gaza, et sont à 50, même à 30% qui peuvent arriver entre les mains des Palestiniens qu'ils ont besoin. Les autres sont pris par des mafieux, armés et tout, et ceux de Hamas aussi, parce qu'il y a deux. C'est normal, ils veulent vivre. Et les mafieux, ils ne sont jamais attaqués par Israël. C'est pas ça mon problème, parce que ça c'est temporaire. Ce qui est important aujourd'hui, à long terme, qui va nous causer encore un énorme problème, que la Syrie elle rentre dans ce sujet-là, quel est le sort des Palestiniens comme moi et comme d'autres qui sont en Égypte? Maintenant, ils sont 380 000 à peu près Palestiniens qui ont fui la guerre. Ils ont payé jusqu'à 7 500 € par personne pour sortir. Et on faisait partie de cela. Ma mère, on l'a payé pour ça, mes neveux et tout. Ils n'ont pas de papier en Égypte et ils sont en situation irrégulière. L'Égypte, elle veut prendre le prix de ça pour donner à ces gens-là de droit d'être traités ou de les études et tout. Ce que veut dire, si demain, imaginons qu'il y aura une solution, cette solution, mis à part s'il va nous plaire ou pas, le retour des Palestiniens. Moi, je suis de Gaza, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma terre, j'ai perdu mon appartement, mon frère pareil, ma soeur pareil, mes parents pareil, j'ai perdu mon père, j'ai perdu maintenant, l'autre fois nous étions à 140, aujourd'hui je suis à 166 personnes de mon cousin et mes cousines sont morts, y compris mon père, c'était avant. Mais cette guerre, uniquement 165 personnes de ma famille sont tous mortes. Mon village, qui a un autre nom, qui est très connu, le village est rasé. Alors supposons demain, il disait, vous allez rentrer. Comment je vais rentrer? Je vais y aller où? Ah oui. Alors, j'ai les chiffres, j'ai les numéros, j'ai les noms, si vous voulez, l'infrastructure palestinienne,
dans les territoires de Gaza, qui a été fondé par les impôts des Français et d'autres pays donateurs pour fonder cette autorité palestinienne, comme futur État palestinien qui vit côte à côte aux Israéliens, ils étaient complètement détruits. Et personne n'en parle, personne ne dit pourquoi et non et tout. L'essentiel, moi demain que je vais rentrer, ce qui nous a survenu, ce qui était arrivé à nos oreilles, qu'il n'y aura plus de retour des Palestiniens. Et il y aura, c'est la troisième génération que je les appelle aujourd'hui des expulsés. Vous allez trouver une catégorie qui englobe les trois catégories. Une personne qui est déjà réfugiée, déplacée et aujourd'hui expulsée. C'est mon cas. Je suis né à l'étranger, moi. Et quand je vais rentrer, il y aura déjà la présence israélienne, comme elle vient de le proposer. Il y a une petite volonté un peu extrême de Trump de cesser le feu. Ce qui explique aujourd'hui, Poutine, il abandonne la Syrie, et il y aura un accord en Ukraine, ici pour une présence stratégique au Moyen-Orient, et à Gaza, Trump, il va arrêter la guerre par sa façon. C'est-à-dire que les Israéliens, ils vont recenser les Palestiniens qui sont là-bas, sous leur contrôle, et si longtemps que Raja, il est recherché, il est dans cette tente, on rase la tente. Il n'y a plus moyen de négocier. Il n'y aura pas de temps pour perdre encore de plus. Il y en a pas mal des pays arabes et d'autres pays occidentaux qui sont en train de faire comme ça. Faites vite aux Israéliens. Mais ils n'ont pas pu le faire vite. Ils n'ont pas pu le faire et ils s'accumulent. Donc il faut déclencher un autre truc pour, comment dirais-je, réorienter la vision. Maintenant c'est la Syrie, mais il y a des morts. Aujourd'hui il y a plus de 120 morts à Gaza. Ça veut dire, moi, que je vais rentrer à Gaza par qui et comment. C'est-à-dire, la France, elle va régulariser les cinquantaines de personnes qui sont rentrées, et chaque pays en Europe, sauf les pays arabes qui demandent un peu d'argent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle proposition qui a été déjà proposée, qu'on l'a refusée en 48, 67, et 92, c'était le résultat, c'était en 94 des accords d'Oslo. Aujourd'hui, il y aura encore un plafond beaucoup moins élevé que les droits qui ont été proposés aux Palestiniens, avec une situation qui a été imposée sur les effets des circonstances d'aujourd'hui. Les Palestiniens à Gaza, ils ne vont plus avoir le droit de continuer leur vie, même pas comme avant le 7 octobre, et encore, avant 7 octobre, les Palestiniens, ils vivaient un embargo, c'était une prison à ciel ouvert. On avait, et je peux vous donner les chiffres et tout, donc j'attends les questions, c'est bien quoi. Alors, à Gaza, par exemple, il y a plus de 15 universités. On avait plus de 15 000 nouveaux diplômés chaque année. De 2007, après la reprise de pouvoir par Hamas, qui a été élu et tout, mais après il y avait des accords avec l'autorité palestinienne. Pourquoi l'autorité palestinienne? Parce que l'autorité palestinienne, ce qui présente plus ou moins la majorité à OLP par des élections, le OLP ça veut dire 13 partis palestiniens. Ces 13 partis palestiniens qui sont de gauche, de milieu, de droite et tout, sauf les partis d'opposition, c'était Hamas et le djihad islamique. Ils n'ont jamais signé l'accord, ils n'ont pas accepté. C'est la même chose au côté israélien, c'est l'extrême droite qui ont tué Rabin, qu'ils n'ont pas accepté les accords d'Oslo. Ils disent non, on ne partage pas cette terre, c'est une terre certes pour nous, et jusqu'à Forat, jusqu'à l'Irak. Bon, ces deux convictions d'un des côtés, quand les accords de Palestiniens et les Israéliens ne s'approchent pas trop, et c'était imposé par George Bush juste après la guerre de l'Irak, il disait bon, il faut finir avec ça. Moi, je me souviens que Yasser Arafat, il a dit un mot très, très, très important. Je me souviens de cela, il a dit on est mangé le jour où que le taureau blanc est mangé. On est, pardon? On est mangé le jour où le taureau blanc est mangé. Il y avait 3 taureaux, il y avait un noir, un marron et un blanc. Toujours, il était attaqué par un lion et il n'arrive pas à les combattre parce qu'ils étaient tous unis. Alors, le lion a convaincu les 2 autres lions, disait mais écoutez, c'est pas vous que je vise le blanc. Ben, laissez-moi le faire et vous serez tranquille. Les 2 autres taureaux, pas les lions. Autres taureaux. Et il a mangé le lion. Après un certain moment, il vient vers le taureau noir et il lui dit écoute, c'est pas vous que je cherche l'autre. Tu vois, vous êtes en paix. Et quand il a pris, il s'est trouvé tout seul avec le marron. Et le dernier jour, il est venu voir le noir et dit c'est ton tour, son négociation. Et là, le taureau noir, il a dit je suis mangé le jour où le taureau blanc a été mangé.
Vous avez compris là. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Et exactement, Yasser Arafat, il a dit ce mot le jour où les Américains sont rentrés en Irak. Je me souviens de cela bien. J'étais dans la voiture et tout, il disait, oh, on est mangé le jour le Et aujourd'hui, c'était la solution qui a été imposée en 93, 94, et le plat n'était pas bien cuit, parce qu'ils ont dit, il faut signer les accords, et on va négocier la création de l'État futur d'État palestinien en 4 France. Négociation de retour des Palestiniens, les frontières, Jérusalem, et la démantélation des colonies. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Oui, on en la version palestinienne. On en parlera après. Les camps. Et les 4 points, parce que les 4 points, ils n'étaient pas bougés jusqu'à 99, en principe, c'est le 9 septembre 2000, Yasser Arafat, il a fait une réunion, il a dit, mot par mot, il faut bouger. Là où il y a les points qui se trouvaient les camps des réfugiés, les colonies israéliens à Gaza, qui représentaient 40% du territoire du petit minuscule Gaza de 350 km, qui représentent plus de 30% de ressources économiques agricoles pour Israël. Et il était occupé par 2000 colonies et il y avait plus de 13 checkpoints. Moi, j'étais arrêté dans ces checkpoints des heures et des heures. Il a commencé à dire il faut avancer avec des enfants, des jeunes, et manifester devant les miradors. Les miradors de Netzarim, où il y avait l'enfant qui s'appelle Mohamed Dora, qui était mort entre les bras de son père. J'étais là, j'ai vu tout ça, et c'était même pas en principe un petit mirador de point de contrôle israélien avec des Palestiniens. Ce mirador s'est agrandi, c'est devenu une base militaire. Ça ne marche pas. Et le chef de service, qui s'appelle... c'était un pilote qui était chef de coordination. Il a arrêté le déplacement des colonnes et il y avait quelques chutes de pierres. Les Israéliens ils ont tout de suite répondu par des balles. Il y avait 14 morts, y compris Mohamed Dora, le petit-fils, qui était filmé par le caméraman de Charles Anderna. C'est ça. Oui, j'étais là. Il s'est fait traiter après qui a reçu le prix Goebbels. Le prix Goebbels a reçu de la communauté juive française le prix Goebbels. C'est quoi ce prix, ça, Goebbels? C'est un prix qui a été décerné par une association juive française qui l'a offert à Charles Anderlin pour dire qu'il avait menti. Ils lui ont offert le prix Goebbels. Mais au fait, c'est horrible, non? Bah oui, pour le coup, oui. Oui, mais après, il s'est défendu par autre chose, que bien moi, je suis israélien, puisque israélien, mon fils, elle a passé l'armée militaire, le service militaire israélien et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas des anges. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, Israël prépare... une nouvelle carte géopolitique, une nouvelle frontière et une nouvelle génération palestinienne sous contrôle israélien à 300% plus, avec un accord pré-accord de monde arabe, et cette fois-ci le rôle est associé ou approprié à quelques pays de Golfe. Ce fameux grand Israël? Bon, écoutez, Israël pour l'instant elle n'ose pas de le dire, mais tout ce qu'elle dit, elle aura une puissance, une influence sur un territoire qui s'appelle Gros Israël, mais sa présence, elle ne va pas dépasser ses frontières. Elle va rester pour le moment sur le territoire de Palestine, parce qu'elle ne veut pas aussi provoquer une colère internationale. Mais dans ce sens-là, où elle a donné... La colère internationale, ça n'a rien donné. Mais pour récupérer notre territoire en Syrie, aujourd'hui, elle est rentrée à plus de 15 km en Syrie, sous le prétexte pour se défendre. Mais tout simplement, moi, je pense que ce qui m'intéresse dans tout ça, quel est le sort des Palestiniens qui sont aujourd'hui en dehors de Gaza, qui ont fui la mort, ou d'autres qui sont expulsés, ou d'autres qui sont en train de se traiter dans des hôpitaux du monde entier, y compris ici en France et en Turquie et tout. Quel est leur sort? Surtout avec une pression américaine et autres sur les pays qui accueillent les Palestiniens de ne pas régulariser leur situation, sous le prétexte pour ne pas effacer l'ethnique, mais ça ne veut rien dire. Vous aimez nos émissions? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société: économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres
et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.